peu moins de temps dans la table ronde, mais je voulais vraiment remercier ces deux personnes, Leire et Edurne, et la remercier les Ousse pour tout ce qu'ils ont fait pour organiser, évidemment, aussi toutes les autorités, ceux qui sont là. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici, nonobstant les difficultés. Donc, merci, c'est un honneur et c'est très important. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que, évidemment, dans le cadre de ces colloques, il est clair que moi, je présente une perspective européenne qui est une perspective nécessairement consistant à l'agrégation des différentes situations. Donc, on n'est pas là pour mettre le doigt sur une situation spécifique. Je dis ça parce que si quelqu'un s'est senti critiqué par les données européennes, comme dire je ne suis pas bonne forestière ou une bonne forestière, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout l'esprit pour lequel je suis venu ici, mais évidemment, le fait qu'il y a des données qui montrent qu'il y a des problématiques liées aux forêts, c'est une réalité européenne. Ce qui ne veut pas dire que la forêt spécifique, y compris dans cette région, n'est pas gérée de façon exemplaire. Okay? Ça, je veux dire de façon très, très, très claire. Comment je fais ici? Voilà. Alors, quelques mots sur les défis et les opportunités liées à cette nouvelle stratégie qui, d'ailleurs, a été mentionnée dans la table ronde précédente par Barry, qui a très, très bien aussi mis en évidence certains aspects clés de cette stratégie. Donc, ce qui est au cœur de cette stratégie est vraiment la multifonctionnalité des forêts. Et ça, je dis très clairement, il faut libérer les camps des malentendus, des gens qui pensent que ça, c'est une imposition des questions liées uniquement à la biodiversité. Si vous avez des doutes, lisez la stratégie. Vous le voyez très clairement. Le premier chapitre est dédié aux aspects socio-économiques. Et c'était fait exprès pour mettre en clair que ce n'est pas une stratégie. Évidemment, il y a des aspects de biodiversité et de climat qui sont très importants. Mais je veux dire, il y a la multifonctionnalité des forêts, c'est la clé. La contribution des sylviculteurs, donc et vous-même, et de l'ensemble de la chaîne de valeur forestière à la réalisation d'ici 2005 de la neutralité climatique est aussi un aspect clé. Donc, c'est fait en tenant en considération, comme Barry le disait tout à l'heure, le fait qu'il y a 2 millions de forestiers, des personnes, je ne me souviens plus maintenant des chiffres exacts qui sont dans les textes, mais évidemment tout ça c'est très important. L'autre aspect, c'est d'essayer de faire en sorte que les écosystèmes forestiers soient restaurés, résilients, ça c'est vraiment le mot-clé, et protégés de manière adéquate. Ce qui veut dire pas qu'il y a une recette identique pour toutes les situations, mais il y a des commonalités, des aspects communs, des traits communs que l'Europe propose, recommande. N'oublions pas qu'il s'agit d'une communication. Ce n'est pas une législation, c'est une communication. Donc, elle ne contraint à rien. C'est vraiment laissé à la bonne volonté. Et évidemment, l'esprit d'assurer et suivre la gestion des forêts sur le long terme en reconnaissant qu'on ne va pas changer ce qu'on a d'ici demain. C'est clair, s'il faut changer quelque chose, il faut des décennies quand on parle des forêts. Alors, les premiers piliers, les piliers socio-économiques, le focus est mis sur la promotion de la bioéconomie. Je profite parce que Fanny Pomme, tout à l'heure, disait que la bioéconomie n'est pas une priorité, une top priorité du pacte vert. La bioéconomie n'est pas une top priorité du pacte vert. D'abord, je pense qu'elle est, mais la bioéconomie, c'est un instrument. C'est un instrument du pacte vert. Le pacte vert, c'est une réponse aux 2 crises planétaires, climat et biodiversité, avec plusieurs instruments. Et la bioéconomie fait partie de la panoplie des instruments. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. De toute manière, il est très clair, très clairement dans la stratégie qu'il faut promouvoir la bioéconomie forestière durable. En particulier, le focus est mis sur la construction, le secteur de la construction, parce qu'il est clair que la substitution est très importante. Donc, il y a d'un côté le stockage de CO2 dans la forêt, dans les arbres. Donc, pas toucher un arbre nous permet d'éviter
des émissions, mais comme il faut toucher à certains arbres, il vaut mieux le faire quand le CO2, le carbone est conservé le plus longtemps possible, donc la construction. Évidemment, par rapport aux produits moins durables comme les emballages, plutôt que même le papier, il y a des études qui montrent que au bout de quelques années, 80% du carbone qui est dans des produits issus du bois retourne à l'atmosphère. Donc, il faut faire attention. Il y a un aspect lié à la bioénergie, mais il n'y a pas grand-chose que vous retrouvez sur la bioénergie dans la stratégie forestière. Pourquoi? Parce que la stratégie forestière renvoie à la législation sur les énergies renouvelables. Alors, il y a quelque chose de très correct qui a été dit par... je pense que c'était le représentant portugais dans la table ronde, quand il a dit vraiment quelque chose, je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. Voilà, vous avez dit quelque chose de très correct, qu'il y a une atomisation des forêts dans plein de différentes législations politiques, et c'est complètement correct. Et puis, j'ai bien aimé quand vous avez dit, je ne sais pas si une politique européenne est bien ou n'est pas bien, je n'ai pas les idées claires sur ça. Tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est bien parce que l'un des objectifs, c'est de donner une cohérence à ce qui existe. Donc, essayer d'avoir un cadre cohérent. Et dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est que pour la bioénergie, on a renvoyé à la directive sur les énergies renouvelables pour éviter d'avoir une duplication ou quelque chose de n'est pas cohérent. La promotion aussi, pour des raisons économiques, de ce qui est l'économie liée en anglais on dit non-timber revenues, donc les revenus issus non pas de la vente du bois, mais d'autres services, y compris le tourisme, fait partie aussi des stratégies qu'évidemment on ne peut pas mettre en place d'ici demain, mais qui ont certainement un futur promettant. Et puis tout ce qui est, et ça c'est très important, la reconnaissance de la nécessité de renforcer les conseils. Je ne dis pas les compétences des forestiers, parce que les forestiers, c'est les plus compétents qu'il y a sur le terrain, mais très souvent, il manque des compétences associées à une gestion durable des forêts. Par exemple, même pour ce qui concerne l'utilisation des fonds européens qui peuvent aider les forestiers. Donc, il y a toute une série de compétences qui sont liées au monde des forêts qu'on pourrait mieux développer. Voilà, ça c'est en effet un peu le détail de ce que je disais. De toute façon, je vais laisser la présentation et donc je vais pas y rester. C'est exactement ce que j'ai dit, promotion des non-wood bioeconomy et le développement des skills. D'ailleurs, ma présentation est un peu en anglais, un peu en français, un peu en espagnol, mais bon, je pense que c'est un problème. Le chapitre environnement, donc deuxième chapitre, troisième dans la stratégie parce qu'il y a une introduction. Donc, objectif de protéger, restaurer et élargir les forêts afin de lutter contre le changement climatique, lutter contre la perte de biodiversité et surtout garantir la résilience. Je pense que aussi, je fais la liaison un peu sur ce qu'on discutait ce matin. Est-ce que pour les changements climatiques, pour la mitigation des changements climatiques, est-ce qu'il est mieux la gestion intensive des forêts, donc couper, replanter, comme ça on utilise le moment de la croissance maximale des arbres, ou il vaut mieux conserver les arbres, comme maintenant la plupart des scientifiques nous disent. Je pense que probablement il y a une vérité entre les deux, mais ce qui est important, c'est que entre ces deux-là, ce qui est important, c'est la résilience. C'est la résilience. Qu'on exploite les arbres de façon plus ou moins intensive, si les arbres vont mourir parce qu'il y a des feux de forêt, et évidemment, on est tous confrontés avec la tragédie de ce qui s'est passé en 2017 au Portugal, cette année dans plusieurs pays, y compris dans cette région. Ça, c'est vraiment la clé, la résilience. Je pense que c'est l'objectif commun de tout le monde qui nous unit. Donc, dans le cadre de ce pilier environnemental, il y a l'objectif de la conservation stricte de ce qui reste en termes de forêts primaires et, je pense qu'en français, les old growth forests et les, comment on dit en français pour old growth forests, subnaturels, je pense. Ancienne, je ne sais pas exactement les mots qu'ils ont utilisés, mais peut-être on utilise forêt ancienne. De toute manière, il y a entre toute l'Europe, maximum 3% des forêts, c'est des forêts soit primaires, soit des forêts vraiment anciennes, et
une recommandation de les protéger de façon stricte parce que c'est un patrimoine énorme en termes de biodiversité et aussi de stockage de carbone. La restauration des forêts dégradées, et il y en a, et la gestion des forêts durables en vue des changements climatiques, y compris la résilience que je disais tout à l'heure. Boisement et reboisement des forêts riches en biodiversité, c'est un autre objectif, et tout ça est accompagné par une liste ou des recommandations en ce qui concerne la possibilité d'utiliser et de mettre en place des incitations financières. Parce que, je le répète, je ne serai jamais fatigué de le dire, tout ce qui est dit aussi dans un contexte qu'on sait très bien que doit être mis en œuvre par ceux qui gèrent et qui sont propriétaires des forêts. Donc, la partie financière, très importante. Voilà, là, on arrive à ces fameuses données. Ce sont les données fournies par les États membres à l'Agence européenne de l'environnement. Et ça, c'est donc des données officielles. Plus que la moitié des évaluations des habitats forestiers ont montré un état de conservation pauvre et 31% à mauvais état de conservation et seulement 14% en bon état de conservation. Après, on peut interpréter ces données comme les verres moitié plein, moitié vide. Ce qui ces données montrent, c'est qu'il y a des défis. On est confronté à des défis. Et évidemment, là, regardez un peu le vert dans les boreal forests. Quand je disais tout à l'heure, il y a un problème, surtout en Scandinavie, vous pouvez le voir très bien ici, où il n'y a pas un seul habitat forestier qui est en bon état de conservation comme type d'habitat, sauf peut-être dans les montagnes de Scandinavie. Mais de toute façon, c'est pas ça l'objet du débat. Mais ça, c'est un peu la base. Et toutes ces données et les sources, vous pouvez les voir. Hein, c'est des données transparentes. Il y a un document qui accompagne la stratégie forestière qui vous montre où sont les sources. Et les sources, à la fois, c'est chaque fois les ministères des pays membres. Donc, ce n'est pas des données qui sont inventées par Bruxelles, mais ce sont les États membres. Voilà, on arrive à l'espagnol. L'objectif de cette stratégie, le pilier environnemental, donc une vision large d'arriver à une gestion en harmonie avec la nature et surtout de récupérer, ça c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les écosystèmes à façon qu'ils soient, si nécessaire, restaurés et protégés de façon adéquate ou gérés de façon adéquate. Il y a des objectifs d'augmenter la quantité. Et ça, c'est intéressant, parce que j'ai entendu ce matin dire c'est pas nécessaire, c'est plutôt des problèmes de gestion des espaces, gérons mieux ce que nous avons. Peut-être c'est vrai, mais bon, il nous faudra de toute manière plus d'arbres pour atteindre les objectifs de réduction des émissions CO2. Ça, c'est un fait que, sauf changer complètement notre style de vie, les experts climat, et j'en suis pas, disent il faudra arriver à terme à 310 millions de réduction de mégatonnes de CO2 de plus par rapport à la période précédente. Donc il faut plus d'arbres. Et puis ça c'est un peu toute la répétition de ce que je disais tout à l'heure. Donc les arbres les forêts doivent être en bonne santé, protection des forêts anciennes et primaires, et voilà. Il y a aussi un objectif tout à fait volontaire, non contraignant, de planter 3 milliards d'arbres additionnels avant 2030. Ça correspond un peu à cet objectif d'augmentation de la quantité des forêts. Donc 3 milliards d'arbres additionnels. Ça sort d'où ce chiffre? En gros, ça a été estimé que sur 10 ans, l'augmentation d'arbres en Europe était de 3 milliards. Et alors, la Commission européenne, le vice-président Timmermans de la Commission, qui est responsable pour les pactes verts, a dit doublons ce que serait la continuation d'un trend qui s'est fait de façon naturelle. Donc, 3 milliards d'arbres de plus en 10 ans, essayons d'arriver à 6. Avec l'idée de planter le bon arbre pour la bonne finalité au bon endroit. On y reviendra sur ça si on a le temps. Voilà, quelques
quelques aspects que peut être interprétés comme ah voilà les recettes uniques de l'Europe pour toutes les forêts. Non, c'est des recommandations très générales qui doivent être déclinées au niveau local parce que la solution à la gestion durable des forêts ne peut être prise que sur la base des conditions spécifiques au niveau régional et local. D'abord, une recommandation d'augmenter les zones forestières couvertes par des plans de gestion, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de plan de gestion. La Commission est en train de publier, et ça se fera avant la fin de l'année, des orientations sur ce qu'on appelle les Biodiversity Friendly Afforestation and Reforestation, donc des lignes directrices sur la forestation et reforestation, et aussi des lignes directrices sur ce qu'on appelle les Close to Nature Forestry, les prácticas forestales cercanas a la naturaleza, qui vont être, je répète, pas il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais des recommandations de bon sens. Dans plusieurs endroits, ça s'est fait déjà. Il y a déjà et ça se base beaucoup sur de bonnes pratiques. Donc, pour mettre en évidence qu'il y a des possibilités de gérer des forêts de façon rentable. Par exemple, quand on parle de ProSilva, une association qui s'est faite pour raisons économiques, mais qui, par exemple, disent pas de coupe rase, parce que nous, on préfère la sélection arbre par arbre. Un autre objectif, et ça, j'y reviendrai, c'est celui de mieux connaître ce qui se passe, parce que ça, tout le monde est d'accord, y compris les conseils, les parlements, tout le monde est d'accord. On a des données sur les forêts qui ne sont pas suffisamment structurées, suffisamment harmonisées, suffisamment claires. On a beaucoup de données, mais ces données sont un peu éparpillées dans de différents instruments. Voilà, et pour la bioénergie, j'ai déjà parlé tout à l'heure, donc il ne faut pas y revenir. Lié à ça, ce sont les opportunités économiques. Et là, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que l'Europe, ceux qui connaissent, ils savent que l'Europe a beaucoup d'argent pour l'agriculture, beaucoup d'argent pour les forêts. L'argent pour les forêts est mis à disposition dans la PAC, dans la politique agricole commune. Il est sous-utilisé. Dans l'ancienne PAC, je pense que 15% de l'argent disponible a été utilisé pour différentes raisons. Peut-être probablement le fait que c'est compliqué, le fait que les autorités nationales et régionales sont sous pression pour ne pas donner cet argent aux forestiers parce que c'est une concurrence avec les agriculteurs. Donc c'est très très clair que c'est... Quelqu'un m'a dit on est les parents pauvres de l'agriculture. Voilà, c'était vous qui me disiez, y compris dans la recherche. Tout à fait. Mais ce que l'Europe peut faire, c'est de dire, voilà, ça c'est des sources de financement qui existent. Donc la nouvelle politique agricole qui a été renationalisée, comme vous le savez. Donc les plans stratégiques pour l'agriculture sont proposés par les États, sont adoptés par les États. La Commission ne peut que faire des recommandations. Nous sommes tués pour faire des recommandations, pour dire utiliser cet argent pour la forêt, y compris pour soutenir les forestiers et tout ça. Certains pays l'ont fait, autres ne le font pas. Nous n'avons pas le pouvoir de les obliger. Ce qu'on peut faire, c'est que nous on publie nos recommandations. Mais c'est le choix des différents pays. Tout ça pour pouvoir finalement arriver à cette clé pour permettre aux forestiers de survivre et avoir une gestion peut-être moins dépendante du chantage, entre guillemets, du marché, parce que finalement, ce n'est pas un chantage en sens criminel, mais c'est une condition qu'on subit, la possibilité d'avoir d'autres sources de revenus. Les Payment for Ecosystem Services. Je réponds aussi à la question de Fanny Pomme. Ce sont nos collègues de la DG Agri qui travaillent sur ça. Et je pense que cette guidance doit sortir d'ici la fin de l'année aussi. Je dis, il ne faut pas rêver parce qu'évidemment, l'Union européenne met à disposition l'information, les sous, mais après, comme ces sous sont utilisés, ça dépend vraiment des États, des autorités régionales. C'est de la gestion partagée. N'oubliez pas que c'est de la gestion partagée, ce n'est pas de la gestion directe. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'argent national, les aides d'État. Par exemple, en Irlande, l'Irlande n'a pas mis un seul euro dans les
dans le plan stratégique sur la politique agricole commune parce qu'ils ont un programme avec de l'aide d'État pour reboiser le pays. C'était leur choix. On essaie de les aider à construire ça de façon conforme à la stratégie forestière irlandaise qui reprend la stratégie forestière européenne. Donc, c'est un choix. Mais quand je dis qu'il ne faut pas rêver, c'est parce que l'argent est là, mais entre le fait que l'argent soit là potentiellement et le fait que l'argent arrive dans votre poche, il y a beaucoup d'eau qui passe dans les rivières, sous les ponts, et il faut travailler. Il faut travailler. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité de qui reçoit cet argent, mais c'est un peu la responsabilité de la politique au niveau régional et local. Rapidement, quelques éléments catalysateurs. La recherche, ça commence à être très populaire. Aussi dans le programme Horizon, il y a beaucoup de programmes de recherche pour les forêts. Évidemment, on cueillera les fruits dans le temps. Une gouvernance plus adéquate, plus inclusive, qui nous permet de dépasser cette polarisation entre environnement et bioéconomie, mais essayer d'avoir une gouvernance pour mettre d'accord tout le monde autour de cette table, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de comités, de sous-comités, de groupes d'experts, mais ils sont un petit peu, disons, parfois focalisés sur certains aspects, et il faut avoir y compris au niveau des ministères dans des pays, d'avoir une plus grande coopération, parce que les experts climat et les experts gestion forestière ne sont pas toujours dans les mêmes ministères. Par exemple, l'Espagne, c'est un pays assez exemplaire parce qu'ils ont tout réuni dans un ministère et ça fonctionne très bien. Nous avons des réponses très, très cohérentes par le ministère espagnol quand il s'agit de gestion forestière. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et puis, voilà, la mise en œuvre de l'application de l'acquis de l'UE, c'est aussi un aspect. Ce que je pense c'est un élément clé, c'est d'essayer d'intervenir entre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé en rigolant de chantage, c'est la production primaire, mais ce que le marché demande. Alors, essayer d'arriver à interférer là-dedans pour dire, OK, est-ce qu'on a besoin de ce type d'arbres pour ces produits? Est-ce que l'industrie papier peut se contenter des arbres un peu moins standardisés ou l'industrie de la construction? Est-ce qu'on peut faire de la recherche sur ça? Parce qu'évidemment, on a standardisé la nature pour des raisons économiques. Alors, est-ce que c'est indispensable? Je pose des questions. C'est quelque chose à étudier. Et évidemment, il y a une dimension temporelle. Je répète, ce sont des choses à long terme. Quelques mots sur l'aspect monitoring, surveillance. Donc, la stratégie forêt, comme je disais tout à l'heure, c'est une communication de caractère non contraignante. Okay? Elle a été, la semaine passée, il y a 2 semaines, appuyée par le Parlement européen avec une résolution qui soutient clairement cette stratégie. Et certains aspects plus forts que d'autres sont aussi critiqués. Le Conseil des ministres a été un peu plus souple, mais a quand même aussi welcomed la publication de la stratégie. Mais dans la stratégie forêt, il y a aussi l'annonce d'une législation. C'est la législation pour améliorer le monitorage des forêts. Parce que tout le monde est d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel il faut une intervention parce qu'il y a une valeur ajoutée de faire quelque chose de bien ensemble. Alors, nous sommes en train de travailler pour améliorer sur la base, par exemple, de ce qui existe au niveau européen en termes de financement et de technologies satellites, ce qui existe, qui est déjà existant, les Forest Information System for Europe, pour arriver à cette législation. Là, je survole parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà, ça c'est un peu, si vous voulez, la slide clé. Aujourd'hui, le monitorage des forêts et la conséquence du monitorage, c'est aussi la planification de ce que nous voulons faire au niveau national, au niveau régional de nos forêts. Elle n'est pas suffisamment adéquate par rapport aux défis que nous trouvons à affronter. Et la tragédie des feux de forêt nous le démontre. Il y en aura encore, malheureusement. Il y aura d'autres désastres. Il y a des pays qui ont été frappés par des tempêtes. Je pense au nord de l'Italie il y a 3 ans. Et ça va malheureusement revenir. Donc,
c'est très important l'observation, et l'observation en temps réel. L'observation des insectes, l'observation des états des forêts. Et ça, la technologie aérienne, satellite peut nous donner beaucoup d'aide. Mais en bref, l'idée c'est d'augmenter les indicateurs. Aujourd'hui, on observe les forêts, mais c'est surtout lié à la production du bois, ce qui est tout à fait légitime parce que ça s'est fait depuis 100 ans. Donc, growing stock, taille des arbres, âge, structure et tout ça. Il y a beaucoup moins d'observations en ce qui concerne la biodiversité, par exemple. Donc, augmenter les indicateurs, améliorer l'accessibilité aux données, parce qu'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui ne sont pas accessibles. Soit c'est des données privées, soit c'est des données confidentielles. Donc, améliorer dans la mesure du possible. Améliorer la comparabilité, si ce mot en français existe, la possibilité de comparer les données entre différents pays et donc arriver à un système européen sans évidemment mettre de côté tout ce qui existe déjà. L'idée, c'est de construire tout ce qui existe, mais chaque pays a un peu son système, donc il faut vraiment encadrer le cercle. Il faut arriver à un minimum de standardisation et harmonisation sans trop révolutionner ce qui existe. Et nous sommes en train de trouver des options pour faire ça. Les données doivent être fiables, doivent être de bonne qualité, transparentes, et tout ça permettrait d'avoir une meilleure planification à long terme des forêts. Voilà, ça c'est en bref l'idée. Et puis, comme je vous disais, il y a ce plan de planter 3 milliards d'arbres additionnels, surtout dans les ça peut être de nouvelles forêts, mais aussi tout ce qui est l'agroforesterie, qui est un potentiel de plantation d'arbres énorme, qui est aussi une source de revenus, évidemment, pour les agriculteurs et dans les villes, parce qu'il y a un potentiel d'arbres dans les villes qui est très important. Et voilà, l'Europe, dans ce cas, elle a mis sur place quelques lignes directrices et surtout un compteur. Il y a un compteur d'arbres. On est tout au début, on est à 6 millions. Il faut arriver à 3 milliards. Bon, évidemment, pas tous les arbres qui sont plantés sont mis dans ces compteurs parce que nous, on se base sur le fait que les gens nous communiquent et donc on ajoute au compteur. Donc, c'est un peu un exercice de communication, si vous voulez. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. S'il y en a encore un peu de temps, qu'il y a quelques questions, je suis à votre disposition. Oui, merci. Oui, merci beaucoup, Marco. Vamos a abrir ahora, si queréis, 5 o 10 minutitos de preguntas, porque supongo que habrá gente que quiera aprovechar que tenemos al representante de la Dirección General de Medio Ambiente para hacer alguna pregunta. Y haremos una pequeña pausa de café antes de la mesa redonda. Buenas tardes, señora Nida. Desde la perspectiva del Finisterre forestal, me gustaría que me precisase, sin ánimo de polémicas, qué quiere decir cuando dice proteger rigurosamente los bosques primarios como objetivo de la Comisión. ¿Y cuál es el alcance del bosque primario en una región como la nuestra, donde el 98% de los bosques son antrópicos, es decir, somos manejados? Je suis content que j'ai compris, parce que je ne parle pas l'espagnol. Mais non, mais c'est ma faute que je n'ai pas eu l'écouteur. Non, mais j'ai parfaitement compris votre question. Alors, la protection stricte est un concept introduit par la stratégie européenne sur la biodiversité. Si vous êtes intéressé, je vous fournis exactement les documents de référence. Il y a un document technique qui a été publié par la Commission européenne, je peux vous trouver le lien sur le site, qui explique qu'est-ce que ça veut dire protection stricte. Ça a été fait en coopération entre la Commission et les experts des ministères. Juste pour vous dire un exemple, protection stricte, il y a une forêt qui est exploitée pour des raisons commerciales ne tombe certainement pas dans la protection stricte. Mais certaines interventions sont quand même admises. On peut quand même couper des arbres, par exemple pour des raisons de conservation de la forêt,
Il y a certaines activités qui sont admises. Mais tous ces détails, vous les retrouvez dans ces documents-là. Deuxième chose, vous avez tout à fait raison, mais pas seulement en Finistère. Les 98% des forêts anthropisées, c'est un peu partout. Et c'est pour ça que politiquement, c'était très partagé cet objectif de dire ce tout petit quota de forêts primaires et anciennes qu'on est en train de définir. Protégeons-les de façon stricte parce que de toute manière, ce sont des forêts qui ne sont pas exploitées. La plupart, au moins les forêts primaires, s'ils étaient exploités, elles ne seraient pas primaires. Donc, c'est des forêts qui n'ont jamais été touchées. Il y en a en Roumanie, il y en a dans le nord de la Suède, il y en a peut-être un petit morceau, il y en a même en Italie, des petites parcelles de forêts primaires. Et les forêts anciennes, c'est un peu plus compliqué parce que la forêt ancienne est une forêt qui a des signes d'exploitation ou d'activité humaine, mais tels de ne pas mettre en cause les caractères anciens de cette forêt. Et là, c'est un peu une zone grise. Et on est en train de définir, on a des lignes directrices qui seront adoptées d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions ou il y avait un autre aspect. Sí. Sí. Significa que Europa está dispuesta a compensar a los propietarios por la pérdida de rentas que eso supone. Si, mais le choix n'est pas... Alors, l'Europe recommande, ce n'est pas une obligation, hein, c'est une recommandation. Ce sont les États membres qui font le choix. Donc, chaque État membre s'engage à identifier les forêts primaires et anciennes dans son territoire, et si lui le considère, l'État membre, à les assujettir à protection stricte. Dans les lignes directrices qui seront publiées, j'ai moi-même écrit il faut considérer la compensation des propriétaires privés. Je pense que ça va survivre dans les textes, mais évidemment, ce n'est pas une obligation, c'est aux États membres de voir. Donc finalement, ça sera un peu une négociation, même au niveau local. Mais il est clair que si un propriétaire privé a une forêt ancienne ou primaire, l'État a tout l'intérêt d'essayer de faire en sorte que cette forêt soit protégée. Et comme la forêt est privée, il faut prévoir des formes de compensation. Sí. Bueno, yo primero darle las gracias porque creo que es muy valiente viniendo aquí desde la Dirección General de Medio Ambiente, en donde realmente estamos La Cage du Lion. Sí. Y yo, son preguntas un poco, bueno, son disparos más que preguntas. La primera es, yo creo que la estrategia forestal está tocada desde el principio, porque nació al amparo de la estrategia de biodiversidad. De hecho, quien avanzó que esa estrategia nacía fue la estrategia de biodiversidad. Entonces, y está cargada de mensajes subliminales. ¿Por qué propone un logo para los productos forestales no madereros en Red Natura? ¿Y por qué no para la madera en bosques que están en Red Natura? De alguna forma, el mensaje que se lanza es que en Red Natura no se puede cortar, y no es cierto. O por lo menos la Comisión siempre ha dicho que no es cierto. Son 4 preguntas. ¿Me va respondiendo cada una o hago las 4 y luego...? Han comprendido la primera. La primera comprendida. Vale. La siguiente pregunta. ¿Por qué no pueden forzar en Bruselas a que los países destinen una parte de los fondos de desarrollo rural a los bosques y sí pueden forzarnos a declarar el 30% de nuestros bosques protegidos? ¿Por qué un porcentaje sí y otro no? Tercera pregunta. ¿Realmente lo que dice la Estrategia Forestal Europea son recomendaciones? Porque al hilo de esa estrategia nos estamos encontrando con la Directiva de Renovables, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza,
conceptos tales como problemas con la conversión forestal, que no sabemos aún qué quiere decir. Es decir, yo creo que las cosas que emanan de Bruselas al final nunca acaban siendo recomendaciones. Y la última, ¿por qué motivo la Comisión ha decidido que la iniciativa Forest Europe, que nos viene dirigiendo las políticas forestales nacionales de forma voluntaria, no es suficiente? ¿Por qué? Nada más. Sí, tres. Bon. J'essaie de répondre, vous me dites quelle est la question sur laquelle je n'ai pas, soit moi, soit la traduction n'a pas saisi. Pardon. Alors, il existe un logo Natura 2000. Il existe déjà. Politiquement, la Commission a considéré important de pousser l'utilisation de ce logo pour les produits non liés au bois. Il n'est pas interdit de l'utiliser aussi pour les produits liés au bois parce que c'est un logo qui concerne Natura 2000. Je vous dis aussi que pour utiliser ce logo, il y a un accord, prévu un accord entre la Commission et les pays membres, et aujourd'hui, il y a un seul pays sur 27 qui a signé cet accord, c'est l'Espagne. Donc, deuxième question. Bruxelles ne peut pas forcer les États à destiner l'argent de la politique agricole aux autres agents, aux forestiers. Parce que les États, vous savez, pour ça je peux parler 10 heures sans m'interrompre, mais quand vous dites l'Europe, qui est l'Europe? L'Europe sont les États, l'Europe c'est vous, l'Europe c'est nous tous ensemble. Il n'y a pas une Europe séparée qui vient de la Lune et qui impose des choses. L'Europe est faite par une agrégation de forces nationales, politiques, citoyennes qui prennent des décisions. La décision de l'Europe, qui est un règlement adopté par le Parlement européen et les États membres, a décidé de renationaliser la politique agricole commune. Ce sont les États qui décident. Les États ont décidé de vouloir décider eux-mêmes comment dépenser l'argent pour la PAC. Et je crois que même que la France était en première ligne pour cette décision. Donc, mais je ne suis pas un expert d'agriculture, donc oubliez ce que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que l'Europe ne peut pas obliger un État, sauf dans la mesure où c'est prévu dans les règlements. Par exemple, dans les règlements de la politique agricole commune, il y a certaines conditionnalités environnementales, ce qu'on appelle les GAEC, je ne sais pas comment les appeler en français, vous êtes plus expert que moi. Et alors là, les États ont dû faire des choses qui sont conformes au règlement, et là, la Commission peut évidemment forcer. Mais, disons, choisir dans quel secteur destiner l'argent, ce n'est plus dans le pouvoir de la Commission européenne. Si on fait l'équation Bruxelles égale Commission européenne, je vous réponds, non, ce sont les États membres qui décident ça. Nous, on peut pousser, mais c'est les États membres qui décident. J'ai bien aimé ce que vous dites, tout ce qui vient de Bruxelles est contraignant. Bon, il y a beaucoup de monde qui pense à ça, ils disent « Ah, vous commencez avec des communications et après vous faites des règlements, c'est très subtil comme stratégie. » Bon, alors, moi, j'ai parlé de la stratégie forestière. La stratégie forestière, elle n'est pas du tout contraignante et j'étais transparent en vous disant elle annonce une législation sur les forest monitoring. C'est la stratégie biodiversité qui a annoncé une législation sur la restauration de la nature. Et là, vous avez raison, je n'ai pas cité ça. Il y a une proposition de règlement aujourd'hui sur la restauration de la nature qui a été fort demandée politiquement parce qu'effectivement, il y a un problème d'état des écosystèmes. Je ne parle pas nécessairement des forêts, de tous les écosystèmes qui sont en mauvais état parce que c'est la crise de la biodiversité. C'est notre contribution de l'Europe aux objectifs mondiaux sur la biodiversité. Et si vous allez vous documenter, vous voyez qu'on a fait beaucoup de promesses qu'on n'a jamais, nous les États, stratégie biodiversité 2010, des objectifs pas du tout atteints. Stratégie biodiversité 2020, des objectifs pas du tout atteints. Maintenant, stratégie 2030, on a annoncé un règlement pour restaurer les écosystèmes. Ce règlement a été mis sur la table du Conseil des ministres et du Parlement européen. Il est en discussion. La Commission a fait sa proposition. Juste pour dire, je défends quand même l'infrastructure assez démocratique parce que finalement, nous faisons des propositions. Je ne sais pas la quatrième question, si vous pouvez me la répéter parce que... Oui, c'est quoi la question? Si.
Sí, ¿por qué la Comisión no ha aceptado como buena la iniciativa Forest Europe, las conferencias ministeriales de bosques, que estamos todos los países de Europa, hemos generado definiciones, indicadores, sistemas de verificación de la buena gestión, de la gestión forestal sostenible, y por qué nos hemos apuntado al carro de repente de la silvicultura próxima a la naturaleza? ¿Por qué? Parce que ce n'est pas suffisant, parce que Forest Europe, c'est 40 et quelque chose pays. N'oubliez pas, il y a, avec tous les respects, la Russie qui maintenant est sortie, la Turquie. Forest Europe, c'est même pas une structure, c'est une organisation de coordination sur des définitions et tout ça, et on les utilise. Par exemple, dans les lignes directrices, on fait appui à des définitions qui sont, et même dans la stratégie forestière, par exemple, pour ce qui concerne la définition de gestion durable, on a repris exactement cela. En Europe, à 27, on considère que ça ne va pas assez loin et qu'il faut aller plus loin, que nous, on doit donner l'exemple, elle doit aller plus loin. Forest Europe a essayé de faire un instrument contraignant et ça a échoué. Il y a eu 10 ans de négociations et ça a complètement échoué parce que ça suffit qu'un pays dise non et ça ne se fait pas. En Europe, on a fait un pas à l'avant parce qu'en Europe, vous savez très bien qu'on peut avoir 4-5 pays qui s'opposent, mais on peut quand même prendre la décision, heureusement, parce qu'on est dans un monde souverain national et pas seulement international. Mais ce ne veut pas dire que Forest Europe est mis de côté, parce qu'au contraire, on travaille avec eux. J'étais avec un online connecté par rapport à une conférence avec Forest Europe hier. On essaye de se coordonner avec l'unité en Allemagne qui coordonne Forest Europe. On fait tout le possible pour être cohérent. Mais évidemment, moi, je représente la Commission européenne. Et la Commission européenne représente les 27 pays, qui ont un objectif qui est un peu plus ambitieux que celui de Forest Europe, je pense, en matière de forêt. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Marcos seguirá con nosotros hasta el final de la jornada. De todas maneras, quería agradecerle a Marcos la presencia aquí, porque sabemos que ha hecho un esfuerzo personal a pesar de las huelgas y de todo, y además que este evento lo organizamos a raíz de una reunión que mantuvimos con nuestros socios gallegos y con él en Bruselas a finales de 2021. Y bueno, ha hecho el esfuerzo de que pudiéramos organizar este evento, de venir a escucharnos, y bueno, pues queremos darle personalmente las gracias por haber estado aquí y habernos explicado todo esto.